On pense souvent connaître l'histoire du Québec à travers le prisme de la colonisation. Mais au cœur de cette histoire, il y a 250 ans de relations vraiment complexes entre les peuples autochtones et les Européens. On va plonger ensemble dans ces alliances stratégiques, ces conflits profonds, bref, tout ce qui a vraiment façonné le Québec qu'on connaît aujourd'hui. Alors, voilà notre parcours. On va commencer par le tout début, les premières rencontres qui sont déjà pleines de tensions. Ensuite, on va se pencher sur l'alliance de la fourrure, qui est absolument capitale. On verra après les conséquences parfois terribles de ces alliances avec les épidémies et les guerres. Puis, on fera un focus sur Montréal et les guerres iroquoises. Et enfin, on verra comment tout change avec l'arrivée des Britanniques, avant de voir comment tout ça résonne encore aujourd'hui. C'est parti! Ok, donc on est au XVIe siècle, faut s'imaginer ça. Des navires européens arrivent sur les rives du Saint-Laurent. Forcément, les premières rencontres, c'est un mélange de curiosité, mais aussi de méfiance, une tension qui s'installe en fait dès les tout premiers moments. Et elle ne va faire que grandir. Cette chronologie, elle est assez saisissante. En 1534, Cartier, il rencontre une civilisation qui est là, bien établie, dynamique, mais à peine 70 ans plus tard, quand Champlain revient pour de bon, eh bien ce monde a tout simplement disparu. C'est un véritable mystère historique qui plane sur les débuts de la colonie. Ce moment-là, c'est l'illustration parfaite du choc des cultures. Pour Cartier, planter une croix, c'est un geste normal, un acte symbolique de prise de possession pour son roi. Mais pour le chef de Nakona, c'est une intrusion, c'est quelque chose d'incompréhensible sur son territoire. C'est cette incompréhension fondamentale, ce dialogue de sourds, qui va vraiment marquer la suite des événements. Bon, après cette première phase d'observation un peu tendue, la relation change complètement de nature. Elle devient beaucoup plus formelle, structurée autour d'intérêts bien concrets. Le commerce, bien sûr, mais aussi la guerre. Cet accord de 1603 à Tadoussac, c'est la pierre angulaire de la Nouvelle-France. Ce n'est pas juste une entente commerciale pour des fourrures. Non, c'est bien plus que ça. C'est une véritable alliance diplomatique et militaire. D'un côté, les Français obtiennent un accès crucial au réseau de traite. De l'autre, les nations autochtones gagnent un allié équipé d'armes à feu contre leur ennemi commun, la puissante Confédération iroquoise. Mais attention, si on lit seulement les archives françaises, on a l'impression d'une alliance parfaite. Or, la tradition orale Innu, elle raconte une histoire un peu plus complexe. Elle nous rappelle que l'arrivée des Français, ça n'a pas été si simple et que leur installation a créé de nouvelles tensions sur un territoire qui était de toute façon déjà occupé. Et ça nous amène à une autre alliance absolument cruciale, celle avec la nation Huron-Wendat. Cette association, elle va être à la fois la plus profitable pour la Nouvelle-France et en même temps la plus tragique pour ses partenaires autochtones. Il faut bien comprendre le rôle central des Huron-Wendat. Ils contrôlaient les grandes routes commerciales vers l'intérieur du continent. C'était une véritable puissance militaire. Pour Champlain, s'allier avec eux, c'était tout simplement essentiel pour la survie et la croissance de sa colonie. C'était un choix stratégique évident. Regardez bien ces chiffres. C'est vertigineux. En un peu plus de 10 ans, à partir de 1634, la population Huron-Wendat s'effondre littéralement. On passe d'environ 30 000 personnes à moins de 10 000. C'est une catastrophe démographique absolument sans précédent. Cette séquence, c'est un enchaînement fatal, une sorte d'engrenage terrible. L'alliance amène les missionnaires. Les missionnaires, sans le vouloir, amènent les maladies européennes. La population, décimée, affaiblie, devient alors une cible beaucoup plus facile pour les attaques iroquoises, qui s'intensifient jusqu'à la destruction complète de la Huronie. L'ironie tragique, c'est que l'alliance, qui devait les protéger, a en fin de compte précipité leur chute. Ce conflit avec la Confédération iroquoise, et en particulier la nation Mohawk, va vraiment marquer une très grande partie du XVIIe siècle. Et la fondation de Ville-Marie, la future Montréal, va placer les colons français en plein cœur de cette zone de guerre, littéralement en première ligne. Pendant 25 ans, la survie de la colonie est constamment menacée. Ce n'est pas des petites escarmouches, ce sont des guerres brutales, continues. La paix de 1667, c'est une immense bouffée d'air frais, une accalmie majeure. Mais bon, la rivalité pour le contrôle du territoire et du commerce, elle va rester une tension de fond. Et là, tout bascule. Le XVIIIe siècle arrive avec un changement radical. En 1760, la conquête britannique met fin à la Nouvelle-France. Les cartes sont complètement rebattues. Les nations autochtones, qui avaient appris à naviguer les alliances françaises pendant plus d'un siècle, doivent maintenant négocier avec une toute nouvelle puissance impériale. La logique change complètement. On n'est plus dans des alliances militaires et commerciales, comme avec les Français, on passe à des traités de paix et d'amitié avec la couronne britannique. Pour les Britanniques, le but, c'est clair, stabiliser la région. Et pour les nations comme les Mi'kmaq et les Abénaquis, ces traités sont absolument essentiels pour faire reconnaître leur souveraineté et pour garantir leurs droits face à la nouvelle administration. Ok, on pourrait se dire que tout ça, c'est de l'histoire ancienne, que c'est dans les livres. Mais en fait, pas du tout.
Cette histoire, elle est profondément ancrée dans le présent. Elle continue de façonner les réalités sociales, politiques du Québec d'aujourd'hui. Ces noms ne sont pas juste des points sur une carte, ce sont des communautés bien vivantes, les héritières directes de ces alliances, de ces guerres, de ces traités. Par exemple, les Wendat de Wendat sont les descendants des survivants de la Huronie. Les Inuits de Mashteuiatsh et Essipit, eux, sont les héritiers de l'alliance de Tadoussac. L'histoire continue à travers eux, aujourd'hui. Finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que le Québec ne peut pas vraiment être compris sans cette histoire partagée. Le territoire lui-même, c'est comme une immense tapisserie tissée de tous ces fils. La cohabitation, la collaboration, les affrontements, c'est tout ça qui a façonné le lieu où on vit. Et ça nous laisse avec une question essentielle. Pendant très longtemps, l'histoire a été écrite quasi uniquement à partir des archives européennes. Mais quand on intègre les traditions orales autochtones, comme celle des Inuits, on ne fait pas qu'ajouter des détails, on transforme complètement notre perspective. Et on s'approche d'une compréhension beaucoup plus juste et surtout plus complète de cette histoire commune.